Leur point de vue, les climato-sceptiques en général, c'est de dire l'effet de serre, on la comprend. L'effet de serre existe, mais on ne sait pas à quel point cet effet-là va jouer sur le réchauffement. Puis leur conclusion est que cet effet-là est minime. OK. Toi, tu es beaucoup plus radical que Moi, ça. ce que je dis, j'ai des observations, j'ai des données mises sur graphique, et ce que j'observe sur mes graphiques, c'est qu'on ne peut pas déceler l'effet de serre, donc l'effet de serre n'existe pas. Éric Ducharme est géologue. Il a fait sa carrière dans l'exploration minière, donc les sciences de la planète, il s'y connaît. Et il rageait de plus en plus en écoutant les nouvelles dans les dernières années parce qu'il était en total désaccord avec ce discours alarmiste que l'homme est responsable des changements climatiques. Et donc, l'idée d'écrire un livre s'est mise à lui trotter dans la tête. Il a fait cet essai scientifique qui s'appelle « Dystopie du changement climatique » où il explique, dans des arguments très, très clairs, pourquoi il est en désaccord avec la théorie du réchauffement climatique anthropique et aussi que le CO2 serait un ennemi numéro 1 mortel. C'est de ça qu'on a parlé, entre autres. Éric Ducharme, je pense que de toutes les personnes qui sont venues s'asseoir ici, tu es la personne qui a fait le plus de route. Ça t'a pris combien de temps, t'en venir? Ah ben, là, on est filmé. On est filmé! Mais là, faut que tu oui. parles dans le micro, là. Là, partir de chez nous jusqu'à Montréal, l'Abitibi jusqu'à Montréal, ben, c'est 9 heures de route. C'est ça! T'as fait 9 heures de route. Mais tu venais de voir aussi de la famille. T'as combiné ça comme pour que je me sente moins coupable. Tu venais pas juste pour me voir, là. Oui, mais là, j'étais à 20 minutes d'ici. C'est ça. Mes parents sont à la prairie. C'est tes parents, puis c'est là, ça. c'était une bonne occasion, mais j'y tenais. Ouais. À cette interview-là. On va commencer par dire, moi, tu m'as envoyé ton livre, c'est à l'automne dernier, je pense qu'il est sorti en septembre, ça s'appelle « La dystopie du changement climatique », sujet que j'ai abordé, le thème, disons, que j'ai abordé une fois avec Joanne Marcotte ici, c'est un sujet que je pense qu'il est pertinent d'aborder. Je me suis attaquée à ton livre beaucoup plus tard parce que quand je l'ai reçu, je partais au Mexique, et puis lire n'a pas été une option quand on s'occupe 24 heures sur 24 de jeunes enfants. Fait que j'ai commencé à lire en revenant, puis je t'ai contacté, puis je t'ai dit, mon Dieu, Éric, mais il faut qu'on se parle. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que tu as écrit ton livre dans des termes assez scientifiques, puis moi le cerveau scientifique, ça n'a jamais été ma force. Fait que, mais je pense que c'est super important, tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça. Exact. Mais vas-y, dis-nous pourquoi tu l'as fait dans des termes aussi scientifiques. Ben, c'est parce que, première des choses, je présente mon livre comme un essai. Alors, un essai, ça, c'est des réflexions que je partage. Ouais. Et puis, mon but, c'était de contre-argumenter la thèse de l'effet de serre, la thèse du réchauffement de la planète à cause de l'homme. Anthropique. Et puis, lorsque tu arrives avec des arguments, bien, il faut que tu anticipes les arguments de tes, comment qu'on appelle? Tes détracteurs. Les détracteurs. Ouais. Et puis, pour y arriver, ben là, il faut que tu rentres dans les détails. Et puis, pour rentrer dans les détails, ben là, je ne peux pas me permettre de vulgariser trop l'affaire parce que sinon, Parce que c'est dans les détails que tu réussis à défaire un petit peu l'espèce de consensus, on va y revenir, que le réchauffement climatique est anthropique. C'est plus dans les détails. L'idée d'aller dans les détails, c'est parce que je vais me faire attaquer sur les détails. Je comprends. Hein? Et puis, là, je suis obligé là, comme j'ai dit, anticiper là, les contre-arguments et puis de développer. Oui, puis je les connais parce que ça fait des années là, que je suis actif sur les réseaux, puis ça m'a permis d'avoir des échanges, puis de connaître les Tu as fait tes armes dans des débats en ligne ou tu du monde qui vient de t'ostiner un peu pour te dire que c'est régulièrement, c'est notre grand fun, ça, parce qu'il y a des groupes de discussion sur Facebook, par exemple. Là. Et puis là, ben, c'est tout, on passe notre temps à s'obstiner. Là, puis, OK, fait que ça nous donne un bon exercice. T'étais prêt. C'est pour ça que tu répondais un peu déjà à tes détracteurs en écrivant ce livre-là, parce que tu connais la machine, tu sais comment ça marche. C'est quoi... tu dis que ça fait longtemps que tu t'intéresses à ce sujet-là. Toi, t'es géologue. Qu'est-ce qui t'a amené à voir comme qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans... T'appelles ça carrément une dystopie dans ton livre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a éveillé là-dessus?
Le 1er juin, je vais être à Québec pour présenter ma conférence « Décoder la matrice et s'en libérer ». C'est à 14 h à la scène Le Bourgneuf. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site officiel de la scène Le Bourgneuf et aussi sur mon site web au helloveusavoir.com/boutique. Et dans cette conférence, on aborde le grand thème de la manipulation par les médias, par la télévision, mais surtout, il y a une grosse portion où on se redonne des outils concrets pour naviguer dans ce monde d'illusions. Et après la conférence, il y aura un cocktail où on aura la chance de se rencontrer. J'ai hâte de vous voir. En géologie, il faut savoir que la climatologie, qui est une discipline assez récente, Ouais. c'est une sous-discipline des sciences de la Terre. Mhm. Puis la géologie, c'est les sciences de la Terre. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai fait mes études, j'ai eu un cours d'introduction à la climatologie. OK. Quand j'ai fait ma maîtrise, on avait un cours qui s'appelait séminaire. Il fallait avoir un sujet différent de notre thèse. Et puis, j'avais choisi de résumer un peu le livre de James Lovelock, Les âges de Gaïa. Mm. Alors, c'est lui un peu qui a proposé... c'est le gourou des environnementalistes, des écolos. OK. Et puis, pour lui, la Terre, ça serait comme un organisme vivant qui s'auto-régulerait. T'es pas d'accord avec ça? Autrement dit, c'est la Terre qui conserverait sa température essentielle à son équilibre. OK. Ça c'est Gaïa. Mhm. Et puis ça se ferait avec le CO2, avec l'effet de serre. Mhm. Puis dans son livre, il parle de tout ça. Sauf qu'à l'époque, là, on est en 90, 92, et puis l'effet de serre, le réchauffement de la planète, là, puis tout le discours alarmiste, Mhm. c'était pas chose courante, là. Pas autant. On parlait plus du trou dans la couche d'ozone, il me semble. C'était plus ça dans les années 90. Puis là, plus tard est arrivé le réchauffement climatique. Là. Ouais. Dans les années 80, là, c'était la couche d'ozone. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, là, on en parlait. C'est ça. Et puis, c'est plus tard, là, dans les années... Le discours a changé. Fin des années 90, il me semble là, que le discours alarmiste là, du réchauffement de la planète a commencé à prendre la place dans les médias. Et très appuyé dans les médias aussi. Aujourd'hui, là, on en parle à tous les jours. Là, c'est une maladie mentale. C'est un délire. Ça n'a pas d'allure. C'est un peu trop, ouais, c'est ça. Donc, ton livre, tu l'as écrit... Aujourd'hui, on va nous parler de... veux-tu nous parler de la structure de ton livre? Oui. Mais je n'ai pas répondu à ta question, là, à savoir... oui, c'est vrai, pourquoi, quel était ton éveil par rapport à ça? Oui, pourquoi j'en suis arrivé là, à me poser la question, mais là, c'est quoi cette histoire-là? En étant géologue, on nous a introduit l'histoire de la Terre, et puis il y a un cours qui s'appelle le Quaternaire, ça c'est une époque géologique qui couvre les 200, à peu près, là, les 200 derniers millions d'années d'histoire de la Terre. Puis ça, c'est une époque qui est marquée par des grands changements climatiques. OK. Alors, pour un géologue, c'est tout à fait naturel d'imaginer le climat comme étant quelque chose de variable, puis de très variable. Mm-hmm. Tellement que à la fin au début de l'Holocène, qui est une sous-période géologique qui couvre les 10 milliers d'années, c'est une période très récente. Moins 10 000, ouais. Le début de l'Holocène, mais là, ce qui marque le début de l'Holocène, c'est un changement de température moyenne de 25 degrés, de 15 degrés en 25 ans. Mon Dieu, c'est énorme. C'est rapide. Mm-hmm. Et puis ça, c'est marqué dans des stratotypes qui est, dans ce cas-ci, un petit fragment de carotte de glace. OK. Puis à l'intérieur de ce petit bout de glace, là, de carotte de glace, ils sont capables de mesurer ce changement de température-là. OK. Puis ils savent que ça a duré 25 ans. Puis en 25 ans, il y a eu un changement d'à peu près 15 degrés. Puis là, ils généralisent ça à l'ensemble de la Terre, mais c'est une... Là, mes antagonistes, mes détracteurs. Mes détracteurs vont dire, oui, mais c'est local.
C'est une ça. température J'avoue que c'est un peu locale. ça, je me suis dit en faisant l'avocat du diable dans ma Ouais. tête. Fait que là tu embarques dans une discussion là, qui n'a plus tellement de fin. Mhm, Mais rien que pour dire que on ne voit pas ça, des changements comme ça drastiques là, localement là, sur la Terre actuellement. À moins qu'il y ait un volcan, ou je sais pas, là, c'est peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui Ouais. peut expliquer ça, mais Mais au niveau climatique, on ne voit pas ça. au niveau climatique, c'est ça. Puis toi, dans le fond, ça a été le fait que tu étais déjà conscient que les changements climatiques faisaient partie de la vie. T'as pas acheté ce qu'on nous vend, c'est ça qui s'est passé? C'est que t'as pas embarqué dans l'apocalypse climatique? C'est ça. Là, puis avec l'arrivée du côté du discours alarmiste, ben là, je n'ai pas embarqué. Là, j'ai Non. dit, ça va faire, là, ils vont se calmer, là, puis ils commencent à m'énerver. Ah, OK. Puis là, j'ai commencé à fouiller, puis je suis arrivé sur des observations qui m'ont clairement démontré que ça ne tenait pas la route, là, cette histoire-là. Pour toi, c'est devenu clair que ça tenait pas la route. Ben, j'en ai dans le livre, j'en ai pour 200 pages Quand même. d'exemples, d'arguments qui viennent contredire là, la thèse du réchauffement à cause de l'homme. Puis ce sont des observations. Ouais. Les raisonnements sont simples. Puis tu t'es basé vraiment sur des données scientifiques. On pourra parler de la démarche scientifique. Veux-tu nous expliquer un peu la démarche scientifique? C'est important? Ben, c'est important. De rentrer dedans tout de suite? Oui, c'est important parce que lorsqu'on vient pour argumenter sur le sujet, il faut comprendre un peu que la science, elle ne fonctionne pas en amenant de nouvelles idées, mais en réfutant les idées qui sont établies. Mm-hmm. Et si tu réussis à réfuter par l'observation une idée établie, bien là, ta thèse, là, ton hypothèse, elle ne tient plus à route Mm-hmm. parce qu'elle est contredite. Oui, OK. Alors, ça prend une observation qui vient contredire l'hypothèse pour que l'hypothèse soit rejetée. Mm-hmm. Alors là, quand tu commences à collectionner les hypothèses, bien, ceux qui veulent me contredire, bien, ils devront rejeter également, faire le même jeu Ouais. avec toutes les exemples que je présente. Ah, je Puis à comprends. un moment donné, là, regarde, là, Bonne chance. c'est ça, bonne Je commence chance. à en avoir beaucoup. Après, Donc, tu voulais qu'on parle un peu de la structure de ton livre. Veux-tu nous expliquer comment tu as approché ce projet-là? Oui. Bon, tu trouvais que le livre était un peu pas mal scientifique. Un peu, mais tu sais, moi, je suis pas un esprit scientifique. Ouais. Puis j'ai dit dans mon livre que c'était pour le grand public. Il est écrit un petit guide de chevet, ce qui donne l'impression que ça se lit comme ça sur le bord de son lit. J'avoue qu'il y a beaucoup de graphiques. Ils sont intéressants, les graphiques. Absolument. Ils sont super intéressants, mais tu sais, moi, souvent, je les ai relus. J'ai pris le temps, en fait. Tu peux pas lire ça en étant un peu dans la lune, là, ou en ayant dormi 4 heures. Non. Pas possible. Tous les ouvrages scientifiques, C'est ça. tu peux pas manquer un seul mot. C'est ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Si Exact. tu manques un mot, là, à un moment donné, tu risques Ça marche de plus... alors, comme j'ai dit, j'ai écrit le livre là, pour le grand public, puis là, je me suis aperçu, puis là, tu n'es pas la seule à me faire le reproche, mais je me suis aperçu que ça prend des bases scientifiques. Ouais, un je minimum comprends. de bases scientifiques. Tu partais avec ta conscience, parce que pour toi, c'est tellement acquis, peut-être que tu n'avais pas réalisé que c'était... C'est pas plus tellement ça mon problème. Mon problème, c'est que j'avais pas le choix. C'est ça. Même si j'avais voulu vulgariser là, mon livre, là, ben, j'aurais pas pu. Parce que le but du livre était De réfuter. De réfuter puis de défaire. Exactement, d'argumenter la thèse du réchauffement. Et puis, ça se fait en allant dans les détails. Ça doit être fait de façon scientifique, finalement. Ouais. Puis, il fallait également que j'anticipe aussi les contre-arguments de mes détracteurs. Puis, eux étaient pour m'attaquer dans les détails. Et puis là, je n'avais pas le choix là, de développer là, les choses là, dans scientifiquement les détails. Là, Est-ce que... le plus possible. Bon, on va parler des mécanismes. On parle du réchauffement climatique, c'est tout le temps ça. Maintenant, c'est les changements climatiques. On parle moins de réchauffement, mais souvent, en fait, c'est ce qui est dit, c'est que la Terre se réchauffe, de 1, et que c'est dû à l'effet de serre, que le CO2 est l'ennemi numéro 1, puis tout ça, c'est de la cause de l'humain. Toi, t'es catégorique, tu dis que l'humain n'est pas responsable, puis que le CO2 n'est pas un ennemi.
Oui, mais je suis catégorique sur le fait que cette science, c'est de la pseudo-science. Tu y vas pas de main morte. Non, Tu te fais des ennemis. non, non. Je ne sais pas comment que certains vont réagir. Même dans le petit cercle ben là, dans le monde des climato-sceptiques, ce que je dis n'est pas accepté. Non? Il y en a beaucoup qui refusent, qui refusent comment que je pourrais dire ça, qui n'acceptent pas ce que je dis trop. OK, mais même là, Mais c'est dans pour le des monde des raisons. climato-sceptiques, Oui, comment est-ce oui, possible? oui. Ça, pour toujours les mêmes raisons, c'est pour des raisons politiques puis économiques. Vas-y donc, je comprends pas pourquoi. Misère, là, je pensais pas de m'embarquer Ah, ben là, si là-dedans. tu veux pas aller là, c'est pas grave. C'est juste, tu m'as comme intrigué. Mais de savoir que tu fais pas l'unanimité, même au sein des sceptiques, ça me surprend. Ce qu'ils refusent un peu d'accepter, leur point de vue, les climato-sceptiques en général, c'est de dire l'effet de serre, on la comprend. L'effet de serre existe, mais on ne sait pas à quel point cet effet-là va jouer sur le réchauffement. Puis leur conclusion est que cet effet-là est minime. OK. Toi, tu es beaucoup plus radical que Moi, ça. ce que je dis, j'ai des observations, j'ai des données mises sur graphique, et ce que j'observe sur mes graphiques, c'est qu'on ne peut pas déceler l'effet de serre, donc l'effet de serre n'existe pas. Donc, tu défais la théorie de l'effet de serre. C'est ça. Parce que c'est une théorie. Oui, je défais la théorie, mais je dis qu'elle n'existe pas, parce qu'on n'a pas d'observation qui démontre son existence. OK, On peut spéculer, on peut théoriser sur ces mécanismes-là, mais il semble pas y avoir d'observation qui dit oui, regarde, le phénomène existe, c'est comme ça qu'il marche. Wow, Puis, quand même, c'est surprenant de savoir. Mais comment est-ce possible que autant de scientifiques disent oui, on l'observe, si selon toi, on l'observe? Mais ça, c'est la question à 100 piastres, Faut comme vraiment? on dit, à 10 millions. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que plus qu'on répète un mensonge, plus Il que devient vrai. plus que ça devient une vérité, puis à un moment donné, on ne s'attarde plus à essayer de remettre les choses en question, puis on continue avec cette idée-là. Donc, on a un pense consensus que scientifique ici. C'est ce qu'on appelle le consensus. On n'a plus besoin de réfléchir. Ouais, le consensus vient du fait que probablement on répète sans arrêt. C'est les médias qui répètent les choses. Et puis, c'est il ne faut pas oublier le GIEC. Le GIEC, c'est hein, super important. qui fait autorité. C'est ça. Et Pour ceux qui ne savent pas, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'études en climat, mais aussi le Canada, le Québec, le Canada l'appelle le groupe d'experts, alors qu'en anglais, c'est IPCC, il n'y a pas le mot expert dedans. Fait qu'il y a comme une ambiguïté à savoir si ce sont les experts ou... Il y a des experts et il y a aussi des bureaucrates, il y a toutes sortes de monde. Le GIEC ne fait pas de recherche. Il paye des recherches. Il ne paye même pas de recherche. Non, mais il y a quand même il produit des rapports, fait que c'est basé sur des recherches. Donc, ils font... il y a une question qui leur a été posée. Puis là, je reviens, en tout cas, à un certain Maurice Strong, mais on y reviendra. On y reviendra plus tard. Il y a une question qui a été posée, et de savoir est-ce que l'homme est responsable des émissions de CO2. Et il y avait comme une prémisse qui était déjà acceptée, qui était celle que le CO2 provoque un effet de serre. Ça, à l'origine, c'était comme établi. Oui, OK. Et puis, si l'homme devenait responsable des émissions de CO2, bien l'homme devenait responsable de l'effet de serre et devenait responsable du réchauffement de la planète. Alors, la question qui était posée au GIEC, à un groupe de discussion, qui est devenu par la suite le GIEC, c'était est-ce que l'homme, comme j'ai dit, là, était responsable des... Puis là, le mandat du groupe, c'était de colliger l'information qui répondait à cette question-là. Mais qui répondait en allant dans le sens que oui, c'est l'homme qui est responsable. Parce qu'on a vu qu'ils ont forcé un peu cette conclusion-là. Je peux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai jamais participé au GIEC. Mais ce que j'ai entendu du GIEC, c'est que chaque pays, il y a 194 pays membres dans l'ONU, chaque pays devait déléguer une personne scientifique pour participer
participer aux discussions, au développement du GIEC. Ouais. Et puis là, tu te ramasses avec un paquet de scientifiques, puis tous ces paquets de scientifiques-là, amènent leur point de vue, amènent un article, en tout cas, il y avait un mécanisme où on colligeait toute l'information. Mhm. Puis là, ça faisait un gros document, ça. Je pense Ouais. qu'il est rendu à 3000 pages. Personne ne OK. peut lire un document. Ouais. L'intelligence artificielle, peut-être, mais pas... Une suite, peut-être. Ouais. Peut-être. Une suite d'articles scientifiques là, qui totalisent 3000 pages, ça, c'est pas vrai. Ouais. Bon, une fois qu'ils ont ce gros document-là, bien, il y a un résumé de 250 pages. Oui, le rapport. Bon, là, c'est peut-être une petite équipe, une plus petite équipe qui s'occupe de faire le résumé. Ah, je comprends. Et puis là, il y a peut-être l'information qui est filtrée, là. Ah, Là, il y a fait un que c'est dans billet. les rapports que finalement on a dénoncé qu'on avait filtré bien de l'information. Puis c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui se sont complètement dissociés du rapport qui était produit. Ouais, c'est peut-être. Oui, c'est ça. J'en ai parlé dans ma capsule à Théovox pour ceux qui sont intrigués par rapport à ça. Peut-être cette étape-là. Là. Ouais. Puis après, mais là, c'est parce qu'après le rapport de 250 pages, je pense qu'il y a un autre rapport encore plus petit là, qui est remis aux décideurs. Là, je pense. OK. Puis là, encore là, une fois, là, Ça fait de c'est l'entonnoir. simplifié, puis il y a des billets comment le billet pas d'autorité, mais le billet de confirmation, ouais. Oui. Qui rentre en ligne, puis là, l'information là, est complètement Puis nous, c'est ça manipulée. qu'on reçoit. Finalement, à la fin, les médias prennent ça, puis là, on va rapporter le... Oui, parce que c'est la c'est pointe sûr de que l'iceberg. dans le gros document là, de milliers de pages, c'est pas les journalistes qui vont les fouiller là-dedans. Non, je comprends. Dans le document de 250 pages, c'est trop technique pour les journalistes. Puis là, ils vont chercher le petit résumé, le petit résumé, les conclusions du petit résumé. Puis là, ça... Oui, on est rendu qu'on a déjà élagué énormément d'informations. Mais selon toi, tu dis catégoriquement que donc le réchauffement anthropique, c'est pas vrai. Fait que tu penses pas toi, en tant qu'humain, là, tu penses pas qu'on contribue à ça, d'aucune façon. Non. Moi, je me suis concentré sur les 40 dernières années. OK. Je suis allé chercher du data qui montrait l'évolution de la température depuis les 40 dernières années, l'évolution de la concentration de CO2 depuis les 40 dernières années, l'évolution de la température des océans depuis les 40 dernières années. Et puis, juste avec ce petit intervalle de temps-là, j'arrive à la conclusion que le CO2 ne peut pas expliquer la température pour une raison qui est assez simple et puis avec une logique très triviale, c'est que les maximums de CO2 précèdent... Non, excuse-moi, les maximums de température précèdent les maximums de CO2. Ce qui signifie? Dans l'idée d'une cause à effet, la cause précède toujours l'effet. Oui. Hein? Ouais. Ça va de soi. Et si le CO2 est la cause, bien le CO2 ne peut pas suivre la température. Là. C'est avec des raisonnements simples comme ça que j'arrive à la conclusion que là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leur idée que le CO2 serait la cause quand c'est la température qui précède le CO2. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, t'es même pas obligé. Elle est un peu rhétorique. Mais pourquoi autant de scientifiques disent que le CO2 est l'ennemi? Puis pourquoi on entend autant de scientifiques d'un autre bord qui disent que le CO2, c'est le gaz de la vie? Comment on peut ne pas s'accorder sur l'importance du CO2? Comment t'expliques ça, toi? Peux-tu me répéter ta question? Pourquoi on ne s'entend pas sur l'importance du CO2 dans la communauté scientifique? Parce que toi, tu dis que le CO2, il est important. Ouais. Il crée la vie. Mais il y en a d'autres qui disent que le CO2, il faut ouais. l'éliminer, là. Oui, là, je comprends. Là, le CO2, dans le cadre du réchauffement de la planète, le CO2 devient l'ennemi de l'humanité parce qu'il est responsable d'effets de serre. Et c'est lui qui va réchauffer la planète. Puis ça, c'est l'industrialisation qui a amené ça. C'est nos industries. C'est les activités humaines qui Ouais, expliquent l'augmentation du CO2. OK. Mais au-delà de cette hallucination-là, le CO2 est un gaz, tout le monde le sait, là, les cultivateurs le savent depuis longtemps, qui est un gaz essentiel pour la vie.
Comment se fait-il? Qu'est-ce qui fait de bon? Bien, là, il est essentiel pour ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est grâce à lui que les plantes font leur photosynthèse. Oui, les plantes ont besoin de nourriture, les plantes ont besoin de carbone. Puis dans le CO2, bien, tu as un atome de carbone. Mhm. Et puis les plantes vont aller chercher cet atome de carbone-là dans le CO2 pour produire des sucres qui vont permettre à la plante de se développer. Mm. Plus de CO2, plus de carbone, puis Plus de photosynthèse. plus de photosynthèse, puis là, les plantes dégénèrent. Mm. Puis en bas sous une concentration de 150 ppm. parties par million, bien là, les plantes vont commencer à périr. On est à 400 environ, 420, je pense, c'est ce que je me rappelle. Ouais, là, on a dépassé 420 ppm. Mm-hmm. Et puis... donc, c'est à partir de quand que ça deviendrait, mettons, dommageable comme concentration de CO2, que là, ce serait vraiment pas bon? Là. Pour l'homme? Oui. Est-ce qu'on connaît? Le chiffre, je ne le connais pas. Je le connais pas exactement. Mais est-ce que ça a déjà eu lieu qu'on ait plus de concentration de CO2 sur la planète? Oui, dans les temps géologiques, là, même, je me rappelle dans mes cours, là, sans parler de l'effet de serre, on nous parlait de l'évolution du CO2, on nous parlait de l'évolution de la vie. Et puis, si je me rappelle, là, si je me rappelle les chiffres, là, c'était une dizaine, voire une vingtaine de fois supérieur qu'est-ce qu'on a présentement actuellement. Et puis, en agriculture, bien, on peut doubler la concentration de CO2 actuelle là, dans l'atmosphère. On peut la doubler pour augmenter la productivité là, le rendement de nos terres, finalement, de nos plantes vont produire plus. À l'intérieur des serres, oui. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils font en serre. Ils peuvent le contrôler, puis... Dépendamment de ce que tu veux cultiver, là, ils vont augmenter la concentration de CO2. Donc, comme tu dis, c'est vraiment connu chez les agriculteurs que le CO2 n'est pas un ennemi. Ils vont pas comme se mettre un masque à gaz en rentrant dans leur serre parce qu'ils pourraient mourir. Si le CO2 affecte l'homme, bien, c'est pas à cause de sa toxicité, mais c'est parce que tu vas t'asphyxier. Ça veut dire qu'il va prendre la place de l'oxygène, tu n'auras pas assez d'oxygène. Mm-hmm. OK, je comprends. Tu ne pourras plus... tu n'as pas le bon ratio dans l'air. Tu ne pourras plus te débarrasser du CO2 là, que tu as dans les poumons. Je comprends. OK, bien, en tout cas, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on s'accorde pas là-dessus. Il me semble que, selon moi, on devrait être d'accord, mais ce que j'entends, c'est que la théorie de l'effet de serre part du fait que le responsable, c'est le CO2. On peut-tu parler de l'effet de serre? Il me semble qu'on en parle moins depuis quelques années, mais tu en parles quand même pas mal dans ton livre. Qu'est-ce que l'effet de serre? Ça, c'est comique. Je ne le sais pas. Non? Parce que c'est pas clair? La théorie n'est pas claire? Ben, c'est parce que... à ce que j'ai vu, c'est que D'ailleurs, j'ai un chapitre qui parle de l'effet de serre et puis je fais la liste des différentes définitions de l'effet de serre. OK. Il y en a plusieurs. Ben oui, c'est qu'à un moment donné, si tu arrives avec des arguments puis tu défais une première version de l'effet de serre, ben ils vont arriver avec une seconde, là, seconde explication. Puis là, à un moment donné, ça a comme plus de fin. Là, OK. Mais là, c'est sûr que... Est-ce que ça vaut la peine que j'essaye d'expliquer l'effet de serre, l'idée dominante? Est-ce que tu juges que c'est pertinent? Vas-y, selon ce que tu penses qui peut être pertinent. Bon, première des choses qu'il faut comprendre, le soleil réchauffe le sol. Oui. Et puis une fois que le sol est chaud, le sol va émettre des infrarouges, comme un poêle à bois. OK. Le rayonnement du poêle à bois, c'est des infrarouges. Le rayonnement du soleil, c'est pas des infrarouges, c'est du rayonnement visible. Mm-hmm. Alors, le CO2, lui, va absorber certaines longueurs d'onde dans le rayonnement infrarouge. Et puis, la molécule qui va absorber cette énergie-là va être excitée. Elle va être dans un état instable. Mm. Puis elle voudra revenir à son état stable. Puis en revenant à son état stable, elle va renvoyer la même quantité d'énergie qu'elle a absorbée. Sauf qu'elle va la renvoyer dans toutes les directions, dont la moitié va retourner vers le sol, ce qui va contribuer, le sol va comme ça recevoir plus d'énergie.
Le rayonnement de retour va se combiner avec le rayonnement du soleil, puis le sol va se réchauffer davantage, et puis là, tout le système va se réchauffer. Bon. Ça c'est une des théories, une des versions. Est-ce que tu... Oui, juste à l'écouter, je la trouve un peu farfelu, mais pourquoi tu penses que... Tu me parlais des océans tantôt, que les océans se réchauffaient aussi avec le rayon solaire. C'est le même principe, là, compte tenu que la Terre est couverte par 70% des océans. Eux vont recevoir ce surplus d'énergie-là. Mais encore là, c'est complètement ridicule parce que l'eau absorbe immédiatement dans les premières couches moléculaires, va absorber le rayonnement infrarouge. Alors, tu ne peux pas réchauffer un océan à partir de ces premières couches moléculaires, parce que ces premières couches moléculaires-là, à l'instant qu'ils vont recevoir un surplus d'énergie, ces molécules-là vont s'évaporer. OK, je comprends. Et puis l'océan ne pourra pas se réchauffer. Rien que de ce point de vue-là, ça ne tient pas à route. Wow, OK, je comprends. Mais c'est plein de choses comme ça. Là. Et puis là, c'est ici, là, tout... Donc, selon toi, les océans ne se réchauffent pas présentement, de façon catastrophique? Non, les océans vont se réchauffer. Oui? Mais pas pour les raisons qu'on pense, pas à cause de l'effet de serre. OK. À cause de quoi? Je ne sais pas. OK. Ça a le mérite d'être honnête. Je ne sais pas. Mais tu penses qu'ils vont se réchauffer? C'est pas que je pense, c'est parce que si je compare l'évolution de la température depuis 40 ans des océans, la température moyenne des océans, avec celle de l'air, de l'atmosphère, les deux températures sont pareilles. Ils ont le même profil. Quand tu as un pic dans la température de l'atmosphère, tu as un pic dans la température en surface de l'océan. Et puis, OK, je vais l'expliquer. Cours de science. OK, je suis prête. C'est assez simple. Il n'y a pas de grandes équations mathématiques. C'est que le Soleil émet son énergie par rayonnement visible. Et ce rayonnement visible-là n'est pas absorbé par l'atmosphère. Si ce rayonnement-là serait absorbé par l'atmosphère, on ne verrait rien. L'atmosphère serait opaque. Donc, les rayonnements visibles traversent l'air, puis là, vont rentrer dans l'eau. Puis là, on sait que les rayonnements pénètrent l'eau, mais il y a une limite à ça. Si les rayonnements solaires ne sont pas capables d'atteindre les profondeurs abyssales, c'est parce que le rayonnement a été absorbé par l'eau. Et puis, ce rayonnement-là, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que fait l'énergie? C'est de la chaleur. Alors là, toute l'énergie, toute la chaleur que le Soleil nous envoie est absorbée par les océans. Et là, à l'équateur, il y a un déséquilibre. C'est que l'équateur reçoit plus d'énergie qu'elle peut en perdre in situ. Si tu reçois plus d'énergie que tu es capable d'en perdre, qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Il va y avoir surchauffe. Ah oui, OK. T'es pas capable là, l'océan est très chaud. Fait que là, sous ce principe-là, l'océan devrait se réchauffer sans cesse, puisque l'océan, comme j'ai dit, trop d'énergie. absorbe plus qu'elle est capable d'en perdre. L'océan n'est pas capable, in situ, là, à l'équateur, n'est pas capable de perdre son énergie. Fait que l'océan se réchauffe. Comment ça se fait que l'océan n'arrive pas à 100 degrés Celsius puis ne se met pas à bouillir? C'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va se mettre en place des courants océaniques comme le Gulf Stream. Qui viennent refroidir. Puis le Gulf Stream, qu'est-ce qu'il fait? Il part de l'équateur, puis il va remonter vers le nord. Se refroidir. Puis là, ces courants-là vont apporter le surplus d'énergie de l'équateur vers les pôles. Puis là, rendu au pôle, cette énergie-là va être perdue vers l'espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du 40e parallèle, vers le nord, des deux côtés, aux deux pôles, les pôles vont perdre plus d'énergie cette fois-ci qu'ils vont en recevoir du Soleil. Puis c'est comme ça que il y a un équilibre. C'est comme ça que l'équilibre se maintient. Alors là, on vient de comprendre que la Terre peut conserver sa température qui nous permet de vivre
sans avoir recours à l'effet de serre. Tout est une question de mécanique puis d'accumulation de la chaleur par les océans. C'est super intéressant. C'est super intéressant, mais l'affaire qui est comique, c'est pas pour rien, parce que le gros argument des tenants de l'effet de serre, c'est qu'ils disent que sans l'effet de serre, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 Celsius. Donc, pas viable pour nous. À moins 18 Celsius, tout gèlerait. Même à l'équateur? Oui, en tout cas, ce serait en moyenne globale. La moyenne globale, oui. Tandis qu'actuellement, la température moyenne globale de la Terre, c'est 15 degrés Celsius. Ah oui, OK, je comprends. Fait qu'on serait sous zéro. Okay. Fait que là, on serait... Dans une ère glaciaire, finalement. Oui, pas mal. Et puis, c'est pas le cas. Puis là, ils disent, c'est à cause des effets de serre. OK. Mais là, je viens d'expliquer comment que ça marche, là. C'est radical, quand même, de réclamer qu'on serait dans une ère glaciaire s'il n'y avait pas l'effet de serre, parce que c'est comme dire, juste depuis à peu près 100 ans... Parce que l'effet de serre, c'est assez récent comme concept. Là. Le moins 18 degrés Celsius, ça vient de calcul. OK. Qui sont vrais. Qui sont vrais, je veux dire, qui sont logiques. Oui, OK, je comprends. La Terre ne reçoit... Si la température de la Terre dépendrait essentiellement du rayonnement solaire, sans être capable d'accumuler de chaleur, là, la température serait de moins 18. Oui, mais on n'est pas dans cette situation-là. Puis, comme j'ai expliqué, il y a un mécanisme à l'aide des océans qui permet l'accumulation de chaleur. Alors, c'est pour ça que là, la Terre est capable d'atteindre Mais là, maintenant, me demander, parce que tantôt, je t'ai dit, je ne savais pas pourquoi, mais là, si tu me demandais pourquoi que la Terre atteint une moyenne de 15 degrés Celsius qui est favorable à la vie, bien là, je ne peux pas te répondre à ça, je ne le sais pas. Oui, je comprends. Je suis capable de comprendre, je suis capable d'imaginer puis de comprendre les mécanismes. Oui. De toute façon, je veux dire, c'est pas le but de l'exercice aujourd'hui non plus que tu nous expliques comment la Terre se maintient à 15, mais on comprend en tout cas pourquoi, selon cette logique-là, c'est difficile de justifier. Ça veut dire que l'effet de serre nous garde en vie, selon la théorie. Selon la théorie, selon les tenants de l'effet de serre, c'est l'effet de serre qui nous permet de vivre. Selon la théorie de Gaïa, c'est l'effet de serre qui nous permet de vivre, c'est le CO2. OK, fait qu'il n'est pas vraiment l'ennemi, finalement. Mais c'est qu'on on perd le contrôle, puis que là, ça continue. Oui, c'est ça, il devient l'ennemi s'il y a trop de CO2, puis l'effet de serre devient trop puissant, mais là, on va commencer à suffoquer de chaleur. OK. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est que là, ça continue de se réchauffer, selon la théorie. Le CO2 continue à s'accumuler, puis va continuer à s'accumuler, puis ça, non plus, j'ai aucun... C'est faux. C'est faux. Le CO2... Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? J'allais dire que je ne savais pas non plus quelle est la cause. De l'accumulation de CO2? L'accumulation de CO2, mais c'est faux. OK, vas-y. Là, j'avais oublié un graphique. C'est que le taux, là, je vais parler du taux d'accumulation. Oui, ça, t'en parles dans ton sans définir le taux, là, tout de suite, là, c'est que si on prend la courbe du taux d'accumulation du CO2, c'est exactement le même profil, la même courbe que la température moyenne de la Terre. Ça se suit. Complètement. Main dans la main. Oui, avec un très haut coefficient de corrélation. Et là, dans ce cas-là, lorsqu'on a corrélation entre la température et le taux d'accumulation, bien le taux d'accumulation ne peut pas expliquer la température. Pourtant, les deux se suivent parfaitement. Tu comprends l'affaire? Ouais. Alors là, il nous reste une alternative, c'est de dire, si on veut expliquer cette corrélation-là, il faut que ce soit la température qui explique le taux. Mais là, je parle de taux. Oui, le taux d'accumulation. Ce qui est différent de l'accumulation en ppm. Puis les tenants de l'effet de serre, eux, utilisent les ppm, utilisent la concentration pour expliquer la température. Je comprends. Donc, c'est comme... Il y a une nuance. Oui, puis en fait, c'est que ça va créer un biais dans... Ça se peut-tu? C'est ça qui se passe? C'est que dans le fond, ils vont réussir à faire dire un peu ce qu'ils veulent en prenant pas le taux en considération, le taux d'accumulation. Ils ont oublié de prendre le taux en considération. Un oubli, là, ils n'en parlent jamais. C'est drôle, hein? C'est hallucinant. Moi, quand j'ai découvert ça, là, j'ai capoté. Là, j'ai pogné le téléphone, puis j'ai appelé le premier gars là, à qui je pouvais raconter ça. Puis là, j'ai dit, regarde, je viens de mettre la main là-dessus. Je viens de mettre la main sur le bobo sur le doigt. Là. C'est pas croyable, tu vas halluciner. C'est hallucinant. Mais là, toi,
tes graphiques, c'est tout toi qui les as faites. Fait que t'as fait de l'analyse de données quand même assez intense. C'est-tu une spécialité que tu as dans la vie? Comment tu tripes à analyser des données? En sciences, Vous faites beaucoup ça. on travaille avec les données, Mhm. et puis les données, on les met sur le graphique. Fait que t'as vraiment... Tu dis même les programmes que tu as utilisés, si les gens ont envie d'aller le faire, ça semble avoir été quand même assez substantiel comme travail. T'as mis, Oui. combien de temps, tu dirais, à travailler sur ce livre-là? Produire tes graphiques, tout ça? Je ne sais pas. Ça s'est pas fait en Ça deux, s'est trois pas fait dans quelques jours, c'est sûr. Non, c'est ça. Mais c'est un travail qui n'avait pas été fait. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas été prendre les diagrammes, les graphiques de quelqu'un d'autre. C'est toi qui les as fait. C'est pas du copier-coller. Non, c'est ça. Les graphiques, je suis allé télécharger les données sur les sites officiels. Où tu donnes les sources, oui. Je donne les sources. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi que j'ai fait des cartes. Comme si la page couverture, ça, c'est la carte du réchauffement de la planète. Et puis ça, cette carte-là, tu la verras nulle part. Pourquoi? Parce qu'elle montre qu'elle est chaude à l'équateur, en fait? C'est parce qu'ils ne savent pas faire des cartes. Les pauvres. J'en viens pas. Explication simple, puis finalement, ils sont incompétents. Ben, ça se résume à ça. Ouais, c'est souvent l'incompétence qui prend... C'est incroyable. Mais là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Non, c'est ça. Puis je veux pas que tu nous analyses toutes. On fait une carte d'un phénomène mais qui évolue dans le temps. Mais je veux juste que les gens comprennent que ça paraît que tu as vraiment pris beaucoup de temps à faire ta propre analyse de données, en fait, pour tirer tes propres conclusions. C'est ce que tu as fait. Ouais. Tantôt, on parlait... Non, je reprends pas des lectures. Non, c'est ça. Je fais un résumé. Un peu comme Joanne Marcotte a fait, parce qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas scientifique. Fait qu'elle est allée prendre les écrits d'autres personnes, puis elle a fait un livre pour vulgariser un peu ce qui se passe. Toi, c'est vraiment comme une démarche scientifique. Tantôt, tu me citais Einstein avant qu'on commence l'entrevue parce qu'on parlait du consensus. Tu veux-tu me dire la petite citation d'Einstein que je la trouvais... Le consensus, moi, j'expliquais ça Oui, parce qu'on parlait d'un consensus scientifique, parce que dans le fond, je me disais, c'est drôle, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a un consensus scientifique puis que les autres scientifiques, vous êtes des hurluberlus. Alors, ça revient souvent comme discussion, ça, cette histoire de consensus-là. Mais moi, je la règle assez facilement. Hein? Le consensus a une définition. OK? Ça veut dire un certain nombre de personnes qui adhèrent à une idée commune. Qui est généralement une majorité. Une majorité de personnes qui s'entendent sur une idée. Bon, ça, c'est la définition du consensus. Mais aller au-delà de cette définition, puis l'appliquer à la science, mais ça n'a pas rapport. Le consensus, ça existe des consensus. Les ordres professionnels, comme les médecins et les ingénieurs, ont des protocoles qu'ils doivent respecter. Ces protocoles sont adoptés par consensus. C'est quand même de la science, là, leur protocole. Mais à un moment donné, là, il faut qu'ils décident, bon, ben ça, on doit l'appliquer. Puis ça se décide par contre. Mais c'est pas de la science, ça. Non, c'est rendu plus de la politique ou de la bureaucratie. C'est de la politique, et puis c'est pas de la science. Et puis, ce que le consensus fait en science, ben, c'est le contraire. Ça cristallise la pensée, le consensus. Une fois que tu as établi des règles, ben, tu peux plus déroger aux règles. Fait que là tu fais de t'empêches la science d'évoluer. Puis là, paraîtrait-il qu'il y a une citation d'Albert Einstein, mais là, en tout cas, je vais la lire quand même parce qu'elle est bonne. C'est dit, le génie a horreur du consensus parce que lorsque le consensus est atteint, la pensée s'arrête. Bon, ben, ça veut tout dire. C'est ça le consensus. Fait que, il n'y a pas de... Ceux qui vont arriver avec ben oui, mais là, la majorité des scientifiques le disent, ben c'est pas un argument bien solide pour convaincre. Non, puis la majorité des scientifiques a déjà dit que la Terre était plate aussi, puis ça faisait pas d'eux, qu'ils n'étaient pas dans le vrai et l'absolu. Le consensus, ça n'a rien à voir avec la science. Non, mais maintenant, en fait, on nous le vend vraiment comme étant le dogme, la nouvelle religion. Puis ça a été nommé beaucoup dans les années de la pandémie. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus ici me dire c'est comme si la science a remplacé la religion au Québec. On a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis maintenant, on observe la science avec un S majuscule, puis les consensus, on les observe un peu comme on observe les 10 commandements de la Bible. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que la science a remplacé la religion? Hey boy. C'est ton opinion personnelle, là. Je te demande pas un graphique scientifique. Je pense on a perdu notre esprit critique.
par rapport à la science. Ouais. Les gouvernements vont souvent se référer à la science en disant ben, la science le dit. Ben oui, Puis si la science le dit, ben, c'est la sainte vérité. exact. Alors, non, là, on a carrément perdu notre esprit scientifique. Mhm. Puis la science est quelque chose qui n'est pas garant de la vérité. La science est souvent, pas nécessairement dans le tort, mais souvent imparfaite. Et puis, elle doit Évolutive continuer. aussi. Ouais, évolutive, elle doit continuer à évoluer. Et puis, on ne peut pas utiliser la science comme étant un critère non, je ne devrais pas dire ça, là, mais pour faire attention quand on utilise la science comme critère de vérité. Parce Oui, que ça, on peut... On peut quand même se tromper, c'est ça qui arrive. ouais, on peut... Il y a une marge d'erreur. On peut aller loin, là, comme ça. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Il y a comme un dérapage. Bon, t'appelles ça la dystopie du changement climatique. C'est comme si, bon, dans les dernières décennies, on a vu un discours de plus en plus alarmiste, de plus en plus pessimiste quant à l'avenir de l'humain. Ouais. Puis, on nous fait porter la responsabilité que c'est de notre faute et donc on doit changer mais totalement notre façon de vivre. On nous fait des lois. Le gouvernement du Québec a passé, il n'y a pas longtemps, une loi d'ici 2035 qui va faire que tous les véhicules de la flotte de véhicules du Québec soient à électricité. Ouais. Il y a des gros... C'est radical, là. Puis après, on nous demande de ne plus prendre notre douche puis de fermer la lumière le matin parce que déjà, notre réseau électrique est sursaturé. Alors là, on voit qu'on nous demande... On s'en va vers un monde où on va nous demander complètement de changer notre façon de vivre au nom du réchauffement climatique, qui, selon toi, n'existe pas. Oui, ben c'est là le danger en utilisant la science comme prétexte, comme argument de vérité. Hein. Ouais. Moi, je suis catégorique. Je dis que cette histoire, cette thèse du réchauffement à cause de l'homme est une pseudo-science. OK? Mhm. Et puis là, pourtant, nos politiques sont fortement influencés par le discours alarmiste. Mhm. Et puis là, il faut se poser des questions. Là. Ouais. Si j'ai raison, Mhm. quoi penser? Qu'est-ce qu'il faut penser là, du monde dans lequel On est en vit? train c'est ça, de changer radicalement. Ça va mal. C'est ça. Parce que si la science a réellement dérapé là, Ouais. puis qu'on continue dans cette voie-là, on s'en va pas pantoute dans la bonne direction. Là. Peux-tu nous parler de l'origine puis, de ce dérapage? Oui. Ben, bon. Là, le problème, ça, c'est la question que tout le monde aimerait connaître. Comment ça se fait si cette science a complètement dérapé? Mhm. Comment ça se fait qu'on en est rendu là? Hein? Mhm. Mhm. Répondre à ça, c'est évidemment pas facile et puis on risque facilement de tomber dans la spéculation. Fait que je vais te proposer une méthodologie, une méthode Ouais. hein, pour répondre à la question. On sait que c'est le GIEC qui fait la propagande de l'alarmiste du réchauffement de la planète à cause du CO2 et à cause de l'homme. Ouais. Ça, c'est le GIEC. Ouais. Alors, peut-être que la première question à se poser pour répondre à notre question, tu sais que ça vient, cette folie-là, Mhm. mais c'est qui a parti le GIEC? D'où Mhm. vient le GIEC? L'origine du GIEC. Bon. Une fois qu'on aura répondu à cette question-là, une fois qu'on va savoir qui a parti le GIEC, c'est de voir le réseau de monde qui entoure ces personnes-là. Mhm. Puis essayer de comprendre quelque chose. Leurs intérêts. Leurs intérêts, puis faire une investigation, faire une enquête. OK. Une enquête sur tout le réseautage qui entoure ces personnes-là. Mhm. Alors, quand j'ai commencé à étudier le sujet, ben, il y a un nom qui est rapidement sorti, qui est Maurice Strong, Un Canadien. un Canadien. Mais j'y arrive. Et ce Maurice Strong a été directeur de l'environnement pour l'ONU. Alors, quand tu es directeur, puis là, le GIEC... Dans quelles années, t'en souviens-tu? Si tu restes, c'est des années 60, on parle de quelle année? Non, à peu les près? années 70. OK. Au milieu des années 70. OK. Exactement, je ne me rappelle pas. OK, mais ça donne une idée. Au milieu des années 70,
Et puis là, le GIEC n'existe pas Non. encore. On ne parle pas encore d'effet de serre, puis on ne parle pas on parle pas de catastrophisme encore. Mhm. Sauf que notre homme est rendu directeur de l'environnement pour l'ONU. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un groupe de discussion sur la question du climat qui a abouti au GIEC. Et à l'instant que le GIEC a été formé, bien là, la fameuse question, est-ce que l'homme est responsable de l'accumulation du CO2, a été posée à ce groupe de... Ouais. Et puis là, on connaît la réponse, Ouais. puis à tous les jours, on l'entend, la réponse. On nous l'a dit. Bon. Un mantra. Alors, là, on a parlé de Maurice Strong comme directeur de l'environnement pour l'ONU. Mhm. C'est qui, ce gars-là? Mais dis-nous, parce que Bon. personne ne le sait, à moins que vous soyez déjà Là, sur Google. Mais... tu l'as dit, ça, c'est un Canadien né en 1929, mort en 2015, qui a grandi dans une petite ville du Manitoba, d'une famille qui était pauvre, et puis il a abandonné ses études à l'âge de 14 ans. Et puis, ce qui est surprenant, c'est qu'il est devenu milliardaire. Comme une petite fortune comme ça de poche arrière. Avec le pétrole. Ça ressemble un peu à Rockefeller, finalement. Ça ressemble beaucoup à Rockefeller. Mais là, ce qui est curieux, c'est que là, tout de suite en partant, notre homme devient milliardaire avec le pétrole, puis il devient directeur de l'environnement. De l'environnement pour l'ONU, puis crée le GIEC, puis après ça... C'est lui qui a créé le GIEC, finalement? Il a parti du groupe de discussion, mais il a collaboré aussi à mettre sur pied le GIEC. Oui, okay. Il a réuni un groupe de discussion à la demande, entre autres, de Mme Thatcher puis de Reagan. Ah, OK. Et puis eux, ce qui les inquiétait, c'était de voir les écologistes récupérer tout le discours alarmiste autour de l'effet de serre du réchauffement de la planète. Ça commençait déjà, ce discours-là? Oui. Okay. Le discours existait. L'idée existait, ça c'est sûr. La théorie avait été avancée. L'idée existait, mais le discours alarmiste, lui, n'existait pas encore parce que le GIEC n'existait pas encore. Nous, on ne l'entendait pas. Ouais, je mais comprends. l'idée était dans déjà... des milieux universitaires où elle avait été avancée. Ouais, ça c'est sûr parce qu'il y a eu un article en 1957 par un Rivel là, qui a amené pour la première fois l'idée là, de l'effet de serre. De l'effet de serre CO2, tout à fait. Mais ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, ça. Là, alors là, on a notre Maurice Strong qui est milliardaire. Est-ce qu'il a fait sa fortune avec le pétrole? C'est-tu le pétrole des sables bitumineux? Sais-tu? Non, c'est des domaines connexes. Là. Okay. Exactement, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a occupé des hauts postes là, de direction dans beaucoup de grosses compagnies. Dont Petro-Canada, ça se peut. Il y a Petro-Canada, mais il y a aussi il y avait Power Corporation du Canada. OK? Puis après ça, Pierre-Éliott Trudeau lui a demandé d'être PDG de Petro-Canada. Ah, OK. Et puis, il a été aussi directeur de la fondation du World Economic Forum. Wow. Hey. Fait que là, les grands esprits se rencontrent. Oui. Fait que là, tu vois-tu les ramifications. Les alliés côté financier que ce gars-là a, c'est au niveau international. Puis tout ce beau monde-là se connaît, puis ce beau monde-là est dans le pétrole jusqu'aux oreilles. Exactement. Mais ils sont tous soudainement devenus des environnementalistes. Ben oui. Mais là, on parle là, du directeur, il ne faut pas l'oublier, ça. Il est directeur de l'environnement pour l'ONU. C'est ça. Cordonnier mal chaussé. Alors, parallèlement à sa carrière professionnelle, Maurice Strong s'intéressait à tous les mouvements New Age. Les mouvements spirituels là, tournés vers la terre, vers la nature. Et il était propriétaire, il a acheté un immense ranch au Colorado, pas loin d'une petite ville qui s'appelle Keystone. Ah oui, OK.
Et puis ça, c'est un lieu de rassemblement là, pour tout ce qu'il y a de Un point d'énergie de la Terre ou un truc hippies, comme ça. OK, puis OK. de ces groupes-là. Puis, OK. Fait que mais c'était pas un hippie, lui. ben, à y regarder à la face, là, il n'y avait pas l'air. Il y avait peut-être la chanson, mais l'air, là, pas en tout, là, parce que c'était un gars à cravate, là, aux cheveux courts, avec une petite moustache, là, style Hitler. Hitler, hein, c'est un peu, Ça fait pas ça très détonnait dans Mm. le paysage. Alors, il y avait un ranch, puis selon j'ai fait la conversion en or, en kilomètres, puis ça me donnait 800 kilomètres carrés. Une terre de 800 kilomètres carrés. Mon Dieu, c'est immense. Puis c'était curieux parce que c'était une ancienne concession, je pense, minière, qui appartenait aux Espagnols ou aux Mexicains, je ne sais pas trop. Puis sous sa propriété, il y avait une immense nappe phréatique qui a déjà essayé d'exploiter. Fait qu'en arrière de son... Hein? Bon. Et puis, il faisait partie d'un groupe d'intellectuels qui discutaient sur la possibilité de réinventer toute la spiritualité planétaire. Aïe, c'est dommage fou. OK. Oui, oui, oui. Et puis c'est sérieux, là. Ça, tu vas trouver ça facilement sur ce groupe-là. Ça s'appelait... Ça, j'ai de la misère à prononcer ça. Lindis, Lindisfarne. Lindisfarne. OK. Ça, c'est le groupe. Je vais te l'écrire. Ah, écris-le-moi. Ouais, ça vaut à peine parce que là, si tu veux faire des recherches, ah ouais, c'est ça. tu vas voir, tu pourras savoir qui est là-dedans. Avec peut-être. Lindisfarne. Farn, pas farm, pas comme une ferme. Là. Non, pas comme une ferme. Lindisfarne. OK. Bon. Puis ça, c'était son groupe spirituel. Là. Il était membre de ce groupe-là. Il était membre, il y a à peu près une quinzaine de membres dans ce groupe-là. C'était un groupe d'intellectuels qui discutaient de choses spirituelles. Et puis, l'idée aussi de changer le monde, là. Ça, ils sont bons là-dedans, d'habitude, quand ils sont milliardaires. Puis parmi... mais là, mais c'était des scientifiques. OK. Lui, il était milliardaire. C'était pas forcément... Lui, il était milliardaire, les autres ne l'étaient pas forcément. Non, mais c'était pas des hommes d'affaires, c'était vraiment... Et puis, parmi ce groupe-là, ben, il y avait notre fameux James Lovelock, là. Celui-là du... Tu m'en as parlé tantôt, c'est qui dans lui? Oui, lui, ça, c'est l'auteur des livres Les âges de Gaïa. Oui. La fameuse théorie là, de la planète là, qui s'autorégulait. Qui est un organisme qui s'autorégule. Ouais, le gourou des écolos. Mm-hmm. Qui est devenu, oui, c'est ça, parce que les écolos ont beaucoup adhéré à son discours. On s'entend que c'est pas 100% faux que la Terre est un être vivant. Ben, dans le temps, on avait... Nous autres, à l'école, quand j'étais à l'école à Chicoutimi, on a eu un colloque là, sur la question, là, justement, là, de Lovelock? De Lovelock, là. Puis, ah ouais? Là, en général, les géologues là, étaient bien sceptiques. Ah ouais, OK. Ben, un scientifique, là, c'est pas trop porté là, sur l'ésotérisme. Des affaires comme ça. Là, OK, intéressant. Ah, c'est bon, OK. Donc, lui, il a poussé comme une idéologie. Si on revient à Strong, lui, dans le fond, parallèlement au fait qu'il était dans le pétrole puis qu'il était comme pour le ministère de l'Environnement à l'ONU, il tripait sur le New Age. Oui, il était intéressé par ces sujets-là. Sa femme, entre autres, aussi. Là. OK. Et puis, là, on va comprendre le réseautage. L'autre type, là, on a eu le réseautage entre les hommes d'affaires et Strong. Là, on est en train de disséquer le réseautage entre Strong puis tout ce qu'il y avait de New Age, puis de planète, du sauvons la planète, puis ces choses-là. Et puis, pour comprendre là, jusqu'à où ça s'étendait, ce réseautage-là, bien là, dans le groupe que je te parle, Lindisfarne, ben, ce groupe-là invitait des gens comme les chercheurs du Club de Rome. C'est quoi, le Club de Rome, ça, c'est un groupe de chercheurs universitaires du MIT.
Ah oui, OK. Et puis, ce groupe-là, dans les années 70, là, on est dans les années 70. Mhm. Et puis, ce groupe-là, dans les années 70, bien, se posait la question, qu'est-ce qui était pour arriver à l'humanité si on continuait à exploiter les ressources naturelles finies de la planète? OK. Puis, qu'est-ce qui était pour arriver à l'humanité avec la population qui s'accroissait là, sans cesse? Mhm. Et puis, disons que leur conclusion est assez négative, là, J'en puis doute pas. on était pour rentrer dans le mur là, vers l'an 2000. Oui, il y a toujours une date butoir, mais on la dépasse tout le temps. Alors ça, c'est le groupe de Rome OK, OK. qu'il ne faut pas oublier. Le Ouais. club de Rome, Le excuse-moi. Club de Rome, c'est ça. Oui, le club de Rome. Alors là, on voit un lien entre ces groupes ésotériques-là et puis des groupes de recherche du club de Rome. Et puis notre homme, Maurice Strong, est mêlé à ces champs-là. OK, fait que c'est comme il y a les mains un peu partout. Ouais. Et puis, il va prendre ces discours-là, puis il va les amener à l'ONU, puis il va créer quoi? Le L'ONU, GIEC. pas rien que le GIEC, les agendas 21, puis les agendas 2030. C'est lui qui a fait ça? En tout cas, il est derrière ça. Il est derrière ça. Je pense que c'est l'environnement. Exactement, mais il est derrière ça. OK. Il est pire que ça, je me rappelle, là. Notre prétendu sauveur de la planète, Maurice Strong, Oui. hein, adepte des sectes spirituelles là, qui fait honneur à la Terre et à la nature, a construit un hôtel de 35 millions au Costa Rica. Sur une réserve naturelle. Dans une réserve indienne Hmm. et dans une réserve naturelle. Ah bon. Sans permission trop, là, j'ai compris. OK. Et puis, il y avait Bill Clinton qui était mêlé à ça. Là, je ne me rappelle plus trop là, ce qu'il faisait Bill Clinton dans toute cette histoire-là. OK. Mais je sais que ces gens-là étaient là, à cet hôtel-là, pour mettre sur pied l'agenda 2021. C'est quoi l'agenda 2021? Exact. C'est le... comment on appelle ça? Les politiques durables, là. Le développement durable. Le développement durable. OK, OK. Comme là, il y en a 17, là, je ne connais pas, là, Ouais, mais je comprends. là, il y en a 17 là, règles à suivre là, OK. dans l'agenda 2030. Là. L'écusson d'Arruda. Oui, là. l'élection, mais je connaissais le 2030, je connaissais pas le 21. Ah, mais c'est la même affaire, ça. OK, c'est copier-coller, mais on a mis une date plus loin. Ouais. OK. Alors là, c'est ça. Là, ils sont là des hommes d'affaires, des politiciens qui sont en train d'élaborer. Dans un hôtel qui détruit un espace et puis, naturel. En utilisant des concepts qui flattent dans le sens du poil les écolos. Puis ils prennent ça, puis ils amènent ça à l'ONU. Oui. C'est à peu près de même que je comprends l'histoire. Mais tu penses pas que... Parce que, mettons, on parle du Club de Rome tantôt, parce que, dans le fond, on parle d'écologie, on parle de climat, c'est deux choses différentes. Je vais faire la distinction parce que quand on parle des sujets sur lesquels on s'attarde aujourd'hui, je pense qu'il y a une confusion au niveau de le climat, le réchauffement climatique, le CO2, les océans, l'effet de serre, ces affaires-là, ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire qui est comme souvent mêlée, c'est la pollution par le plastique, la surpêche, l'exploitation à outrance des ressources naturelles de la planète, le braconnage, tout ça. Et je pense que c'est deux choses complètement différentes, puis qu'on peut être vraiment sensible au fait qu'on surconsomme, qu'on pollue la planète, qu'on abuse ses ressources naturelles, et penser quand même que le réchauffement climatique, finalement, c'est peut-être pas la faute de l'homme, puis c'est peut-être pas la fin du monde. Mais là, tu dis que le Club de Rome semblait adhérer au fait que si on exploite trop les ressources de la planète, on s'en va dans le mur. Penses-tu que c'était complètement faux, leur conclusion par rapport à ça? Ou trop alarmiste? Ben, ils se sont trompés dans leur prédiction. Par rapport à leur prédiction. Ils se sont trompés mais dans on leur voit prédiction. quand maintenant, il y a quand même énormément de plastique. Il y a carrément des continents de plastique dans nos océans. Il y a un problème de surconsommation. On voit les coupables blancs. Il y a ça. Il y a quand même un abus de la planète Terre. Il faut s'arrêter au bon problème, là. Dans le cas du Club de Rome, dans les années 70, c'était l'exploitation des ressources. C'est ça. Alors, on sait très bien qu'à un moment donné, c'est des ressources qui sont finies, puis à un moment donné, il n'en restera plus de pétrole. Il y a une fin. Ouais, c'est là, ça. on ne le sait pas où elle est, cette fin-là. On ne connaît pas
Je pense pas qu'on connaisse les réserves exactes qu'il y a On nous sur a Terre. toujours dit qu'on le savait, puis qu'on savait quand est-ce que ça allait finir. Selon toi, on spécule, mais finalement, on le sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'on ne le sait pas. J'ai passé ma vie en exploration minière. Fait que des réserves... Vous en découvrez régulièrement. Les réserves, ça se calcule pour les... Il n'y a personne qui va investir une fortune pour connaître les réserves d'une mine là, pour les 10 premières années, 10 prochaines années. Ça va leur servir. Bon, on va calculer ça pour les 2 prochaines années, voir si on va toffer 2 ans. Ah ouais, là, okay, on va calculer les réserves. OK. Bon, après ça, tu as la notion de ressources. Bon, là, les ressources, c'est des investissements qui sont moindres. Mais encore là, il faut que tu le fasses, le calcul. Fait, qui va aller investir une fortune pour connaître les réserves, les ressources de pétrole à l'échelle de la planète? Ben voyons donc, je pense pas que ça se fasse. Non, je comprends. Fait que dans le fond, de ce que tu nous dis, pour résumer, Maurice Strong adhérait, en tout cas semblait adhérer au discours écologiste, alarmiste, que la planète est une entité vivante, puis qu'on l'exploite à outrance, puis a amené ce discours-là à l'ONU, qui l'ONU l'a acheté et nous l'a retransmis maintenant pour que le commun des mortels l'achète même dans un agenda 2030 où maintenant on a des politiques qui sont faites en fonction de ça. Ouais. Et c'est l'homme qui est l'architecte, en tout cas en partie j'imagine qu'il n'est peut-être pas seul, de ça. De cette influence dans notre société. Oui, c'est le discours écolo. Il prend le discours écolo, il l'amène à un niveau politique via l'ONU. Et puis, après ça, l'ONU arrive avec un rapport, puis là, vous allez faire ça. Il y avait beaucoup d'influence. C'est hallucinant, là. Oui, ben, il est reconnu comme tel. Tout le monde reconnaît sa contribution. Son grand talent diplomatique, puis son grand talent pour concilier l'inconciliable. Là. Parce que d'un côté, tu avais la grosse business, puis de l'autre côté, tu avais les écolos, puis il a comme fait un tout avec ça. Là. Ben oui, c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a personne qui était dérangé par le fait qu'il avait fait sa fortune dans le pétrole. Ben, oui, non, ça en a dérangé plusieurs, mais je ne sais pas comment ça se fait, ça a passé. C'est comme Al Gore, ça a super bien passé, lui aussi a fait sa fortune dans le pétrole. Mais je pense que quand tu as l'argent, tu contrôles pas mal de choses. Tu contrôles beaucoup de ce qui se dit à ton sujet, en tout cas. Ouais. Les Rockefeller l'ont prouvé aussi avec, c'est ça, bref, les fondations. Et, mais tu as découvert ça récemment, là, Maurice Strong. C'est quand tu t'es mis à t'intéresser à l'origine du mouvement? C'est quand j'ai su que je venais de boire, là, j'ai dit, là, ils vont me poser la question, c'est certain. Et puis, je me suis mis à... Mais Maurice Strong, je connaissais le bonhomme depuis longtemps. Oui, OK, le nom. Le nom, puis je savais ce qu'il a fait. Là, OK. Mais fouiller plus en détail, ça, je l'avais pas fait. Puis quand je me suis mis à fouiller là-dedans, là, j'ai capoté. Là, j'ai dit, il y a beaucoup à dire, hein? Oui, c'est ça. C'est une vraie farce. J'avais pas fait le lien entre Strong et les écolos. C'est ça qui me manquait là, dans l'histoire. Oui. Qui est un lien assez important. Strong, puis Trudeau, puis le pétrole, ça faisait longtemps que je connaissais l'histoire. OK, je comprends. Mais écoute, je trouve que c'est une belle façon de conclure, mais j'aimerais ça te demander, avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire? Est-ce que tu as la chance aujourd'hui d'avoir du monde qui t'écoute, qui t'entende? Qu'est-ce qui est important pour toi qu'on retienne de ton message dans la sphère publique? Ben, d'être critique. D'être critique, puis s'il y a quelque chose de louche, de ne pas se gêner pour se poser une question, même si la question remet tout en question, il faut se les poser, ces questions-là. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on s'en va dans une drôle de direction. J'ai pas le choix. Avec les conclusions que je suis arrivé, là, puis que j'ai mis dans mon livre, moi, j'ai pas le choix de dire que là, le gros problème, c'est pas le réchauffement de la planète, mais c'est comment que nos sociétés s'enlignent par rapport à une histoire qui tient pas la route. Puis ça, c'est grave. C'est tellement... Oui, c'est pour ça. Il porte bien son nom, dystopie, parce que ça s'enligne là-dessus. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Merci de le dénoncer. Merci de le faire avec tes arguments à toi. Puis si tout le monde prenait la peine de faire ce que tu fais, parce que je pense que tu n'es pas le seul qui remarque des incohérences, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui choisissent de se taire, parce que ce qu'on nous réserve quand on prend parole contre un narratif officiel, ça peut être très violent quand même. Là. Donc, vraiment, bravo pour ton courage. Pour ceux qui veulent se procurer ton livre, il est disponible sur Amazon. Oui.
tout simplement. Donc, Éric Ducharme, merci d'être venu me voir. Ben, ça me fait énormément plaisir.